Le chapitre « La mondialisation et les firmes transnationales » fait partie des questions obligatoires susceptibles de tomber le jour du baccalauréat dans la première partie sur les questions de cours. Il est donc important de bien comprendre et de maîtriser les notions présentes dans cette séquence, notamment cette fameuse définition de mondialisation. En soi, la mondialisation est un concept plutôt simple à appréhender. Il s'agit purement de la mise en relation et en concurrence des espaces et des économies à l'échelle de la planète par l'intensification des échanges, c'est-à-dire que les différentes parties du monde sont de plus en plus connectées grâce à des liaisons existantes. Prenons l'exemple de cette carte tirée d'un manuel scolaire. Nous pouvons distinguer dessus les trois grandes aires de puissance qui sont à l'origine de nombreuses exportations de marchandises, à savoir l'Amérique du Nord, dont les États-Unis qui constituent la première puissance économique mondiale, l'Europe occidentale qui comprend l'Union européenne, première puissance commerciale au monde, d'où la taille du figuré sur la carte, et enfin l'Asie orientale avec le Japon, la Corée du Sud et bien entendu la Chine. Ces trois pôles majeurs sont eux-mêmes connectés à des pôles secondaires tels que l'Amérique latine ou le Moyen-Orient. Bien qu'un peu dépassée, cette carte reste pertinente pour illustrer la mondialisation, puisque l'on distingue entre ces différents pôles de nombreux flux, représentés par ces flèches vertes d'épaisseurs différentes. Ces flux peuvent être constitués de biens, de personnes ou bien d'argent et d'informations. Ainsi, les différentes parties du monde sont connectées ensemble, même si l'on peut déjà s'apercevoir via cette carte que cela se fait à des degrés divers. La mondialisation se fonde également sur les principes du capitalisme, c'est-à-dire notamment la loi de l'offre et de la demande, la propriété privée des biens de production et la recherche du profit. Elle est encouragée par le libéralisme économique mené par de nombreux États sur la planète qui défendent des politiques de libre-échange, ce qui facilite ces flux très diversifiés à travers le monde. La mondialisation a notamment pour conséquence de mettre en concurrence les espaces dans le monde. En effet, les différents États ont tout intérêt à attirer sur leur sol des entreprises de grande taille, les fameuses firmes transnationales, car elles génèrent de l'activité, des emplois, des richesses qui profitent aux pays qui les abritent. Pour les attirer, les pays mettent en avant leurs avantages comparatifs, c'est-à-dire des éléments qui peuvent potentiellement attirer les entreprises. Le coût de la main-d'œuvre, sa formation, les infrastructures existantes sur le sol du pays, les ressources disponibles, la législation du pays, c'est-à-dire quelles sont les taxes qui existent, ou s'il existe des limitations horaires du travail pour les salariés. La situation politique du pays est très importante. Il va sans dire qu'une entreprise va préférer un pays dont la situation politique est stable et la main-d'œuvre est nombreuse et pas chère comme la Chine, plutôt que des États en proie à des conflits internes comme la Syrie depuis 2011. Prenons l'exemple concret du coût horaire. À l'échelle du monde, ce dernier varie très fortement. Dans l'industrie textile, le coût horaire des employés est très différent d'un pays à l'autre. S'il donne lieu à un salaire mensuel de 304 € par mois en Turquie, cette dernière est loin devant des pays comme le Vietnam ou le Bangladesh qui sont aujourd'hui de plus en plus choisis par les industries textiles pour leur production en raison des salaires très bas. De même, en Europe, les salaires sont très variables d'un pays à l'autre. Si la moyenne est de 26,60 € en 2018 au sein de l'Union européenne, le Danemark paie ses employés en moyenne 44,70 € par heure de travail, tandis qu'en Bulgarie, le salaire horaire moyen n'est que de 5,30 €. On observe ainsi une fracture entre l'Europe de l'Ouest plus riche avec des salaires plus élevés et l'Europe de l'Est à l'inverse plus pauvre avec des salaires en berne. Cela explique pourquoi des entreprises du groupe Kingfisher, dont Castorama et Brico Dépôt, ont délocalisé leurs activités comptables en Pologne où les salaires sont bien moins élevés qu'en France, ce qui pour une entreprise constitue un critère essentiel pour déterminer la localisation de leurs activités. Les firmes transnationales s'adaptent donc aux environnements qui s'offrent à eux et répartissent leurs activités en fonction des avantages comparatifs que leur offrent les différents territoires, ce qui donne lieu à une division internationale du travail. Des pays se spécialisent en fonction de ce qu'ils ont à offrir aux entreprises. Ainsi, la Chine est encore aujourd'hui considérée comme l'atelier du monde en raison de sa main-d'œuvre pléthorique, peu qualifiée et peu payée, qui permet aux entreprises du monde entier de faire réaliser des tâches simples et à moindre coût, comme l'assemblage des téléphones portables dont ceux d'Apple. A l'inverse, si une production demande un savoir-faire important, les firmes transnationales vont plutôt se tourner vers des pays qui comportent des salariés qualifiés, c'est-à-dire les pays du Nord notamment. Pour résumer, nous avons vu ici comment définir la mondialisation et comment elle met en concurrence ces différents territoires en fonction de leurs atouts, ces derniers étant très différents d'un espace à un autre. Nous verrons lors d'une prochaine vidéo quels sont les acteurs majeurs de cette mondialisation et comment ils influencent ces territoires. Révisez bien!